Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez merveilleusement bien même. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non. Je suis de retour de vacances. J'étais en vacances, j'ai pris une semaine. Je suis allée en Provence avec ma mère et ma petite sœur et c'était trop cool, c'était trop bien, ça fait du bien. J'ai bronzé, j'ai fait du kayak, j'ai vu de la lavande grise, hélas, mais c'était de la lavande quand même. J'ai goûté de la glace à la lavande, ce qui était super cool. Voilà. Donc non, c'était très bien. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi, bien sûr, de passer du temps avec ma famille, ma maman et ma petite sœur. On a vu plein d'étoiles filantes aussi, c'était cool, on a eu trop de chance. On a même vu Starlink, la ligne de satellite et c'était trop bien, voilà. Donc je suis de retour, en fait, j'allais dire, je suis, pleine d'énergie à nouveau, mais pas du tout. En fait, enfin, là ça va mieux, mais je me suis pris un gros contre-coup de fatigue, en rentrant hier surtout, ce matin encore un peu et là ça va, je commence à sortir du tunnel. Mais le retour des vacances est toujours compliqué. Pas moralement, même si évidemment on aimerait bien toujours rester au bord de l'eau un peu plus longtemps, mais je me souviens que quand j'étais salariée, je, j'a- j'admirais toujours et en même temps je ne comprenais pas comment c'était possible les gens qui partaient en vacances et ils revenaient genre la veille au soir de la reprise du boulot. Genre leur avion atterrissait à 22 heures et ils retournaient au boulot à 8 heures le lendemain et moi je me disais mais enfin non, j'ai besoin de au moins 24 heures, au moins un jour entier de retour à la maison, de décompression, de buffer avant de reprendre le travail. Et, euh, et je comprenais pas comment ils faisaient pour enchaîner comme ça. Et évidemment, en fait, la réponse, c'est qu'ils étaient de très mauvaise humeur et très, très décalqués, tout ça. Et là, en fait, je me rends compte, enfin, j'ai fait la même chose, en fait. Mon avion qui a atterri à 20h30 lundi soir et j'ai repris le boulot mardi matin. Et effectivement, ça a été dur. Mais ça va, tout va bien, je suis de retour et j'ai plein de questions du coup aujourd'hui. Enfin 6 questions, donc on va se plonger dedans tout de suite, histoire que le podcast ne fasse pas non plus 1 heure et demie. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil et du beau temps, et si vous en avez en tout cas. Ici, il y en a encore, et il a fait même trop chaud. Et moi, perso, je suis prête pour l'automne, là, c'est bon, hein, il peut, il peut commencer à refroidir, ça m'irait très très bien. Ok, allez, je passe aux questions. Alors, première question. Crois-tu que l'on peut programmer son cerveau, notamment le soir au coucher, pour réaliser ce que l'on souhaite réussir le lendemain? Alors, oui et non. C'est souvent comme ça que je réponds. Mais oui et non, dans le sens où, en fait, je pense que beaucoup de ces choses bullshit qu'on voit sur les réseaux sociaux et surtout du euh, côté de plus spirituel des réseaux sociaux, il y a beaucoup de bullshit qui circule, pardon. Mais c'est souvent, et je pense que c'est pareil pour tout le bullshit en général d'ailleurs, même pour toutes les théories de conspiration, etc. Il y a souvent du vrai dedans, en fait, auquel on peut se rattacher, se raccrocher, et que les platistes et les gens comme ça mettent en avant pour dire, vous voyez, c'est forcément vrai parce que ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai. Et du coup, voilà, après, ça part en bullshit autour, ça enrobe avec du bullshit, mais il y a toujours un fond de vrai. Et là, en fait, c'est ce que ça me fait penser à cette question, cette idée de manifestation, qu'on peut manifester son succès, qu'on peut manifester sa vie de rêve, rien qu'en y pensant très fort voilà, en concentrant notre énergie vers ça. Et alors, je pense pas qu'on puisse programmer son cerveau dans le sens, c'est pas un processus magique de manifestation, c'est pas parce qu'on pense très fort à quelque chose qu'on va le réussir en invoquant des forces supérieures ou je sais pas quoi. Cela dit, je pense que on peut optimiser, on peut amplifier ses chances de réussite, de succès de cette façon-là, parce que
On va par exemple planifier son lendemain. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée, vous le savez de toute façon, si vous écoutez le podcast ou que vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très, très fan de la planification et de vivre sa vie intentionnellement. Et donc je pense que planifier son lendemain, c'est une très bonne idée, ne serait-ce que d'ailleurs pour libérer son cerveau avant de dormir, ce qui est un souci que beaucoup d'entre nous rencontrent également, c'est cette incapacité à s'endormir parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans son cerveau. Et le fait de prendre un moment, du coup, avant d'essayer de dormir, hein, pas quand on est dans son lit en train d'essayer de dormir, mais avant ça, ça peut être 10 minutes qu'on prend le soir avant d'aller se coucher pour planifier un peu son lendemain et se dire: «OK, demain j'ai ça, ça, ça à faire, j'ai envie que ça réussisse. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour m'assurer que je mets toutes les chances de mon côté?» Et en fait et avoir un peu un framework, je sais pas comment dire ça, mais une ligne d'action, un plan d'action pour le lendemain et qui nous permettent ensuite d'aller se coucher l'esprit tranquille. Et ça aide aussi à être plus efficace le lendemain et à augmenter nos chances de succès effectivement, parce qu'on ne commence pas à y réfléchir quand on est dans la situation. On ne commence pas à y réfléchir le lendemain: «OK, ça y est, j'y suis, qu'est-ce que je fais?» On a déjà réfléchi aux différentes étapes, on sait par quoi commencer, on a déjà pensé aux obstacles éventuels, à comment on peut les contourner et aussi en plus de ça, on ne doit pas compter sur son humeur à l'instant T. Parce que parfois on se réveille, on a mal dormi, on est de mauvaise humeur ou parfois on a quelque chose juste avant cet événement, qu'on souhaite réussir, on a reçu une mauvaise nouvelle ou je sais pas quoi et on est un petit peu déboussolé, on est plus dans cet état, optimal et si on a la veille pensé un peu à ce qu'on allait faire, réfléchi, aux étapes, aux obstacles et cetera, on est quand même mieux préparé forcément. Donc on est moins à la merci en tout cas de son humeur à l'instant T. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'accorde aussi beaucoup d'importance avec mes clients, au check-in qu'on fait toutes les semaines où on revoit un petit peu ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et puis on planifie la semaine suivante en conséquence. C'est-à-dire: «Ah cette semaine ça s'est pas très bien passé parce que j'ai rencontré tel et tel obstacle, j'ai pas eu assez de temps, j'ai eu un truc très stressant, blablabla. OK, la semaine prochaine si je rencontre le même obstacle, qu'est-ce que je fais? Comment je m'assure de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une vie, une routine plus saine, pour avoir une vie qui correspond mieux à ce dont j'ai envie, à mes objectifs et cetera?» Donc voilà, la planification, c'est hyper important. Et c'est ça en fait la programmation de son cerveau, c'est ça la manifestation, c'est pas juste d'être en face de son miroir et de se dire: «Tu vas y arriver, bravo, allez continue, tu vas le faire, tu peux le faire, tu es merveilleuse». Non, ça sert à enfin, si c'est bien, il y a des gens qui répondent très bien à ce genre d'affirmations, répétées comme ça devant le miroir. Ça peut aider certaines personnes à y croire et à booster un peu leur confiance en eux. Mais enfin, personnellement, ça ne fonctionne pas pour moi et je crois davantage en des techniques comme, la planification, tout ça, des choses très simples, mais qui sont peut-être un peu plus ancrés dans le réel, on va dire, un peu plus pratiques en tout cas et un peu moins, la pensée magique va m'aider à réussir. Voilà, je préfère mettre toutes les chances de mon côté en tout cas et utiliser des choses comme ça. OK, je passe à la question suivante. J'espère que j'ai bien répondu, que c'était bien ça, dont tu voulais parler. N'hésite pas à me faire un retour ensuite. Question suivante. Alors, quand je fais de la cohérence cardiaque, toutes mes pensées m'assaillent et à la fin des 5 minutes, je ne ressens pas de détente. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je persévère? Alors oui, je pense que ça vaut le coup que tu persévères parce que les bienfaits de la cohérence cardiaque sont vraiment multiples. Ça effectivement, ça active la réponse naturelle de relaxation du corps, ça réduit le stress, ça améliore l'humeur, mais aussi ça augmente ça améliore notre santé cardiovasculaire, hem, j'ai oublié le terme français pour HRV. Je sais plus.
heart rate, la variabilité du rythme cardiaque. En bref, des marqueurs de bonne santé, en fait, et de bonne santé et de d'absence d'anxiété ou de moins d'anxiété, en tout cas. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est une technique de respiration où on respire à un rythme d'à peu près 5,5 respirations par minute. Hem et voilà, c'est le rythme optimal, on va dire, de respiration pour la plupart des gens. Maintenant, si effectivement les pensées t'assaillent pendant la fin des 5 minutes, que tu ressens pas de détente, pendant la fin des 5 minutes, pendant les 5 minutes et que tu ne ressens pas de détente à la fin, il y a un truc que tu pourrais revoir, c'est la méthode, en fait, pour essayer de limiter l'impact de ces pensées. Parce que c'est normal d'avoir le cerveau qui part un peu en balade, qui part un peu dans tous les sens, quand on ne fait «rien» entre guillemets, quand on fait peu. Mais on veut vraiment, à chaque fois que tu remarques que ton cerveau est parti en balade, on ramène son attention à la respiration. Toujours avec compassion, avec douceur, avec gentillesse, bien sûr. On ne dit pas: «Oh putain, j'ai encore», pardon, excusez-moi pour la grossièreté, mais on se dit pas: «Oh là là, j'ai encore, enfin voilà, je suis trop nulle, j'arrive pas à me concentrer, mon cerveau est encore parti, nin nin». Non, on n'a pas de jugement ici. On se dit juste: «Tiens, mon cerveau est encore parti, OK, je le ramène à la respiration autant de fois que nécessaire» et toujours avec cette douceur, cette bienveillance. Ce qui peut aider pour éviter que le cerveau parte un petit peu trop, et ça c'est valable d'ailleurs, je dis ça pour la cohérence cardiaque, mais c'est pour n'importe quel exercice de respiration ou de méditation. Ce qui peut aider, ça peut être par exemple, de poser une main sur sa poitrine, une main sur son ventre, pour vraiment sentir les mouvements de la respiration et avoir ce feedback un peu tactile qui nous permet d'ancrer notre attention sur quelque chose de tangible. Donc, on sent la poitrine qui se soulève, le ventre qui gonfle, etc. Et le fait de poser son attention sur cette chose, quelque chose de tangible, ça permet d'ancrer un peu plus notre attention dans le moment et d'éviter qu'il s'en aille dans tous les sens. On peut aussi compter la respiration. Alors je sais pas comment tu fais ta cohérence cardiaque, si tu comptes toi-même ou si tu as une appli avec, moi j'utilisais, une appli qui s'appelle The Breathing App, où il y a un bruit, en fait un son qui m'indique quand je dois inspirer et quand je dois expirer pour avoir ce compte très précis. Hem, donc à la place, tu peux compter les secondes, les respirations, ou même juste une inspiration, une expiration, 2 inspirations, 2 expirations, 3 inspirations, 3 expirations, etc. Pour, encore une fois, te concentrer, te donner quelque chose à laquelle accrocher ton attention. Ou tu peux aussi augmenter progressivement le compte. Donc commencer avec une inspiration, une expiration de 3 secondes et augmenter progressivement pour aller jusqu'à 6. Et donc pareil, tu dois garder ton attention un peu sur la respiration et ça peut t'aider à avoir moins l'attention qui va dans tous les sens. Donc voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qui, si tu sens que voilà, toutes tes pensées t'assaillent, ça peut t'aider à éviter ça et à avoir plus cet effet de relaxation qu'on recherche avec la cohérence cardiaque. Voilà. Donc j'espère qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. N'hésite pas à m'en reparler, bien sûr. Question suivante. Comment ralentir dans un monde toujours plus rapide sans être à la masse? Alors ma réponse à ça, c'est une autre question, comme souvent. Qu'est-ce que ça veut dire être à la masse pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire être à la masse? Donc réfléchis bien à ça, en fait, qu'est-ce que c'est être à la masse et est-ce que c'est vraiment important de ne pas l'être? En fait, voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi est-ce que tu voudrais ne pas être à la masse? Quel genre de conséquences ça peut avoir dans ta vie, dans tes relations, tout ça, si tu es à la masse? Et est-ce que ça vaut le coup, en fait, de pas être à la masse par rapport au fait de ralentir? Est-ce qu'il vaut mieux ralentir et être à la masse? Est-ce qu'il vaut mieux, heu, garder le rythme, et ne pas être à la masse, mais à quel prix? Enfin voilà, il y a vraiment, toute une réflexion autour de ça qui, je pense, peut être assez intéressante à avoir.
Mais je pense que dans tous les cas, c'est très compliqué, en fait, de suivre le courant dans tous les domaines. On va forcément, à un moment, être à la masse dans certains. Je pense à ça parce que enfin, je l'ai vécu assez récemment, pendant mes vacances avec ma petite sœur. Ma petite sœur qui passe sa vie sur TikTok. Moi, je suis pas vraiment je suis pas du tout même sur TikTok. Et où donc toutes les trends de TikTok, je les connais pas, je les vois, quand elles arrivent sur Instagram, en général quelques mois plus tard, et elles arrivent pas toutes sur Instagram évidemment. Ma mère, elle, est davantage sur Facebook, donc il y a aussi un décalage à ce niveau-là. Hem ma petite sœur me parlait aussi de groupes de musique, de rappeurs, tout ça, de gens que je connais pas, alors qu'avant, j'étais vachement au fait de tout ce qui se faisait de nouveau en termes de musique, tout ça. Et je le suis plus du tout. Est-ce que c'est grave? Non, sans doute pas. Sans doute pas. Oui, je suis un peu à la masse maintenant par rapport à la Gen Z, par rapport à la Gen Alpha. Heu, est-ce que c'est grave? Non, je rate des trends TikTok, un peu rigolotes, sans doute, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je passe plus de temps sur TikTok? Non, je pense pas que ce serait que ça m'apporterait beaucoup de bienfaits, en fait. Donc non, j'accepte d'être à la masse là-dessus. Ou bien, j'ai quitté Twitter pour ma santé mentale il y a 1 ou 2 ans. Je suis à la masse maintenant sur plein de choses parce qu'à l'époque, en plus, sur mon Twitter, j'étais sur un Twitter très militant, très politique, tout ça. Et il y a plein de choses auxquelles que je ne connais plus. J'ai déjà parlé de mon meilleur pote qui lui est par contre très très militant, très au fait de tout ça, et des fois il me parle de choses et il me tient un petit peu au courant, et ça me suffit. Alors oui, je suis à la masse maintenant au niveau combat féministe, politique, etc. Mais ma santé mentale s'en porte beaucoup mieux. Et je préfère ça. Je préfère ça. Donc, on en revient un peu encore à cette idée d'intentionnalité, en fait, dans ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on veut ralentir? Est-ce que le prix à payer pour ralentir vaut le coup? Si oui, let's go. Pardon, est-ce que le prix à payer de ne pas ralentir, je voulais dire, vaut le coup? Si oui, let's go, on ralentit pas, on suit, on continue. Sinon, bah, on peut voir les domaines dans lesquels on veut continuer à investir notre attention, notre énergie. Et voilà, pour reprendre, mon exemple, j'ai pas envie de passer davantage de temps sur les réseaux sociaux parce que, ma santé mentale a beaucoup plus de valeur pour moi que le fait de suivre les courants, les dramas, les trucs, les machins, et la musique, bon, non, j'ai assez avec ce que j'ai, donc j'estime que, je peux me permettre de ralentir à ce niveau-là et d'investir mon énergie dans des choses qui me tiennent plus à cœur, comme, poursuivre mon éducation en termes de plein de choses d'ailleurs, d'apprendre des langues, ou d'apprendre, mes formations de yoga, mes formations en marketing, en business, toutes ces choses-là. Bah, je préfère passer mon temps là-dessus, ou même juste, ralentir et faire moi. Et c'est OK aussi. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire être à la masse? Est-ce que c'est important de pas l'être? Est-ce que, ton énergie est distribuée et utilisée là où ça a du sens pour toi? Voilà, j'espère que ça éclaircit un peu cette question, et je serais très intéressée pour qu'on en discute, davantage si tu le veux. OK, question suivante. Pourquoi des fois on a super mal dormi et finalement on est quand même en forme, et des fois on dort bien et on n'est pas glow? Alors, parce qu'il y a beaucoup de variables en jeu, en fait. Parfois on peut, avoir super mal dormi et on est en forme parce que, on a une journée importante ou avec des activités particulièrement, plaisantes ou stimulantes. Je pense que c'est souvent ça, en fait. Il y a des choses, enfin, ouais, je sais pas, j'essaye de réfléchir par rapport, je suis pas allée chercher,
les questions, les réponses scientifiques, j'avoue. Mais je vois ça par rapport à mon expérience personnelle. Encore une fois, ce qui m'est arrivé là, il y a 2-3 jours, où j'avais extrêmement mal dormi parce qu'il faisait plus de 30 degrés, je pense, dans la chambre, quand j'étais en vacances et j'avais des moustiques qui m'avaient bouffé toute la nuit, qui arrêtaient pas de me réveiller. J'avais très, très mal dormi, mais c'était dimanche, et dimanche, on avait prévu d'aller passer la journée à Cassis et on a dû marcher, on a dû marcher 45 minutes sous le soleil et puis ensuite on avait 3 heures de kayak et puis ensuite c'était la nuit des étoiles filantes. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti la fatigue ce jour-là parce que j'avais trop hâte d'aller me balader à Cassis avec ma mère et ma sœur. J'avais trop hâte d'aller faire cette sortie en kayak. Et j'étais trop contente aussi de voir les étoiles filantes parce que c'était la nuit des étoiles et on était dans un endroit rêvé pour ça. Donc, j'ai pas du tout senti la fatigue et je me suis couchée super tard et le lendemain pareil, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'avais une journée à Marseille, en prévue et du coup, j'ai pas du tout senti la fatigue non plus. Par contre, pouf, le gros, coup de barre, hier, du coup, le contre-coup, je l'ai eu quelques jours après. Donc je pense que c'est ça, on a très mal dormi, mais on est en forme parce qu'on a une raison pour être en forme, en fait. Alors et parfois on dort bien, mais on se sent groggy parce que, alors je pense et là j'ai plus de background scientifique pour l'affirmer, que parfois on a accumulé une dette de sommeil, mais qu'on n'a pas fini de récupérer. Alors notre cerveau va nous réclamer encore plus de sommeil. Donc on dort bien, on a fait ses 8 heures, ouais, on a fait, voilà, 8-9 heures de sommeil, mais on se réveille, on est encore complètement décalqué. C'est souvent, je dis pas toujours, mais souvent parce que, bah, les jours d'avant, les semaines d'avant, on n'a pas dormi assez, en fait et là, notre cerveau, il est juste affamé de sommeil et on va se réveiller et puis il va dire: Non, non, attends, encore, encore, là, c'était trop bien et tout, vas-y, on continue». Hem, ça se passe exactement comme ça, c'est scientifique, bien sûr, hein. Le cerveau, est un organe conscient. Non, mais bon, voilà, vous voyez l'image. Ou bien on peut aussi se réveiller parfois au pire moment de son cycle de sommeil, parce que vous savez, notre sommeil fonctionne par cycle, par vague. Donc si on se réveille à la fin d'un cycle, c'est en général, on se sent bien. C'est pour ça que c'est bien de se réveiller naturellement autant que possible. Mais parfois, bah, notre réveil, sonne au milieu d'un cycle et le cerveau, il est pas du tout prêt à passer à l'état d'éveil et donc on se sent tout groggy, même si on a dormi beaucoup. Après on peut aussi avoir un fond anxieux ou dépressif, un déséquilibre hormonal, une carence en nutriments, donc ça peut être vraiment plein, plein de choses. Il y a plein de choses qui affectent, notre énergie, et notre, oui, l'effet du sommeil ou du manque de sommeil sur notre énergie et sur notre bien-être en général. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vaut toujours mieux dormir plus et mieux dans tous les cas. Donc dormez, dormez les enfants, dormez. Et comme d'hab, c'est le moment où je vous parle de mon mini guide, enfin non, c'est pas un mini guide, c'est un guide d'ailleurs de 7 jours pour un meilleur sommeil. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode qui regroupe plein de conseils, pour avoir un sommeil de très bonne qualité ou de de la meilleure qualité possible, ainsi que des mini cours de yoga, de 5-10 minutes max pour se détendre le soir, pour avoir, un pour faire passer notre système nerveux dans un état de repos et de sommeil avant d'aller au lit. Donc allez voir ça si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, évidemment. Question suivante, j'arrive. Alors, question suivante. Y a-t-il une routine spécifique pour gagner en souplesse? Je ne parle pas de grand écart, hein. J'ai gagné un peu, mais j'ai l'impression qu'étirer mes ischios ne me fait plus rien gagner. Alors, on a vu ça en conversation privée, du coup, quand j'ai discuté avec cette personne, en réponse à son check-in de ça. Mais en gros, on a déterminé qu'il y avait plus assez de variations, il y avait pas assez de variations dans sa routine
Les ischios, au passage, les ischios-jambiers, ischio ou ischio, je sais pas, les gens disent les deux. Moi je préfère ischio, je pense. Bref, les muscles à l'arrière, ce sont les muscles à l'arrière de la cuisse, les hamstrings en anglais. Donc c'est les muscles à l'arrière de la cuisse qui sont très souvent assez tendus parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise, n'est-ce pas? Et du coup, quand on est en position assise, ils sont en position raccourcie parce que ce sont les muscles qui plient le genou, entre autres. Donc, quand on a les genoux toujours pliés, ces muscles sont toujours en position de contraction, de raccourci. Voilà, donc ils sont très souvent tendus et cette personne me disait que il a gagné un petit peu d'amplitude à ce niveau-là, mais que il a atteint un peu un plateau. Donc, on a déterminé, je lui ai posé la question et effectivement, il s'étire avec toujours la même posture. Donc, on va ajouter de la variation à sa routine. Les ischios, c'est un gros groupe de muscles qui couvrent bien l'arrière de la cuisse, un peu les côtés. Donc, on peut pas tous les cibler avec une seule posture. Il faut étirer un peu l'extérieur, il faut étirer un peu l'intérieur, l'arrière, voilà. Donc, on va varier les postures, on va varier également les techniques d'étirement. On peut s'étirer de façon statique, on peut s'étirer de façon dynamique, on peut faire du PNF. Donc, il y a plein de techniques différentes. Il n'y a pas une routine spécifique pour gagner en souplesse, mais c'est toujours bien de stimuler les tissus de façon variée. Et puis voilà, tout est tout est connecté, tout est lié dans le corps aussi. Donc on va pas seulement se concentrer sur les ischios, on va aussi aller voir un peu plus haut dans les fessiers, etc. pour essayer de vraiment englober et de travailler toutes les différentes variables qui peuvent affecter la souplesse. Donc on va faire ça. Et si c'est votre cas également, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter et je vous dirai comment je peux vous aider. Ok, question suivante qui est la dernière, il me semble. Ouais, tout à fait. Question suivante, dernière question. Comment pratiquer la pleine conscience pendant une tâche au travail? Est-ce que c'est possible de travailler et être en pleine conscience ou bien être en pleine conscience, c'est être dans la nature à regarder les feuilles des arbres? Alors, être en pleine conscience, c'est 3 choses. C'est faire attention à quelque chose, poser son attention sur quelque chose de façon intentionnelle et sans jugement. Donc ouais, on peut pratiquer la pleine conscience n'importe quand, n'importe où, en gros. Ça, je dirais même que ça a souvent lieu au travail, en tout cas quand on fait un travail qui nous intéresse et qu'on atteint cet état de flow où on est complètement absorbé par la tâche sur laquelle on est et on oublie même le temps qui passe, on est juste, on fait attention à ce qu'on fait, on a de l'intention dans notre concentration et il y a pas de jugement. On est juste, on fait, on est à fond dedans, quoi. On est dans le flow. Mais on peut aussi pratiquer la pleine conscience quand on fait la vaisselle. Si on se concentre pleinement à notre tâche, on regarde les bulles de savon, on ressent la texture de l'éponge, on écoute le bruit de l'eau. Enfin, voilà, on peut vraiment, tant qu'on fait attention de façon intentionnelle et sans jugement, on pratique la pleine conscience. C'est pas du tout obligatoire d'être dans la nature. Après, le fait de pratiquer la pleine conscience dans la nature est plus puissant, les bienfaits vont être plus puissants parce qu'on a en plus le bonus de l'effet apaisant de la nature sur le système nerveux. Le fait simplement d'observer la nature, de regarder un arbre, comme tu disais, de regarder les feuilles des arbres, ça suffit à faire baisser notre cortisol, donc notre hormone, une de nos hormones du stress, l'hormone du stress chronique, je dirais. Et quand on est dans la nature, on est aussi souvent en train de bouger, de marcher, donc ça a aussi un effet positif sur notre santé physique et mentale. Et donc, je dirais que la pratique de la pleine conscience, c'est boosté, les bienfaits sont vraiment boostés. Mais on peut tout à fait travailler en pleine conscience aussi. Et si on sent par contre que notre tâche au travail a plutôt tendance à faire monter le stress, on peut aussi juste prendre 3 minutes de pause pour pratiquer la pleine conscience sur notre respiration. Donc on va fermer les yeux, se concentrer sur la respiration, la sensation de l'air dans les narines, la poitrine qui se soulève et qui retombe. Et donc on peut mettre un timer et juste pendant 3 minutes se concentrer là-dessus.
On fait attention, avec intention, sans jugement et au bout de 3 minutes, généralement on sent qu'on a redescendu d'un ou 3 crans, en termes de stress. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions. Merci beaucoup pour vos super questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider. Racontez-moi envoyez-moi un petit message sur WhatsApp ou sur mon email, sur Instagram, sur ce que vous voulez, avec, votre situation et je vous dirai si je peux vous aider et comment. Merci beaucoup, bonne journée et à très vite.